L'Éthiopie continue et se pense comme étant un État qui a une destinée politique et religieuse, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans. N'oubliez pas que la première personne qui a appelé la prière, après le prophète, c'était l'un de ses esclaves ou un de ses serviteurs qui était un Éthiopien. Et les premiers compagnons du prophète ont trouvé asile en Éthiopie. Ce qui fait, si vous voulez, que même la fameuse rivalité entre chrétiens et musulmans existe, mais elle n'a pas eu l'acuité qu'elle a pu avoir en Europe. 8,5 milliards, vous voyez, pour une population de plus de 100 millions d'habitants. Donc vous voyez, par tête d'habitants, c'est relativement peu. Et de même, si vous voulez, on a glosé sur l'importance de l'aide internationale. L'aide internationale, les derniers chiffres que j'ai pu avoir, peut-être 2015 ou 2016, c'est 3 milliards de dollars. Vous divisez ça par 100 millions, c'est pas énorme. Il n'y a pas de quoi... Et un tiers de la population vit avec 60 centimes d'euros par jour. Et ça n'a pas la peine d'aller très loin. Dans Addis Abeba, la misère saute aux yeux. Mais dans les campagnes aussi. Mais je dois reconnaître que par rapport à l'Éthiopie que j'ai connue il y a 50 ans, l'espérance de vie a considérablement augmenté. Pour les hommes, elle a 2 ans de celle de la Russie. C'est quand même inimaginable. Oui, qui progresse, notamment, si vous voulez, je vois au niveau de l'école. Moi, j'ai connu un pays où il y avait très peu d'écoles, pas d'écoles secondaires, très peu. Mais maintenant, je suis allé dans des coins reculés en Éthiopie, aussi loin qu'un 4x4 puisse aller. Il y a des écoles maintenant à peu près partout. Bon, naturellement, le niveau de ces écoles n'est pas extraordinaire. Mais enfin, si vous voulez, maintenant, malgré tout, l'éducation a progressé. Et moi, j'ai connu un pays où il y avait une université, maintenant, il y en a plus de 30. Et justement, sur l'éducation, une des réussites de Meles a été son plan 10 000 docteurs. Est-ce que... Alors, de docteur en médecine. Voilà. Oui, alors effectivement, si vous voulez, la meilleure preuve, c'est effectivement la baisse plutôt de mortalité infantile. De ce côté-là, moi j'ai assisté à des émissions de télévision en Amérique sur, par exemple, la lutte contre le sida. Bon, je me suis fait aider pour la compréhension, parce que mon amérique n'est pas très bon. Bon, il y avait des émissions qui duraient 2 heures, même parfois plus, où effectivement on expliquait que la maladie, bon, les gens mouraient de tuberculose, beaucoup, puisque la baisse de l'immunité fait que la tuberculose, qui est quand même une maladie, c'est une maladie de la misère. Et effectivement, elle fondait sur ces pauvres Éthiopiens, et on expliquait pourquoi il y avait des médecins en blouse qui venaient l'expliquer. C'était très didactique, comme les Éthiopiens savent faire des émissions didactiques, ils sont épouvantables dans ce domaine-là. Ils sont extraordinaires. Et effectivement, par rapport, moi j'ai connu le début de l'épidémie de sida en Éthiopie. Il y avait des affiches partout, naturellement, je les lisais, les affiches en Amérique.
D'abord, c'était du style, ah bah, c'est une maladie apportée par les étrangers. Ils ont dit ça pendant 1 an, 6 mois. Après, au contraire, il y avait... même l'Église s'est mise. Alors bon, l'Église en disant, de toute façon, la meilleure façon de lutter contre l'épidémie de sida, c'est d'être chaste. Enfin, l'Église faisait son boulot, quoi. Mais elle ne disait pas que c'était parce que les gens avaient été des pécheurs épouvantables. Voilà, hein. On disait, bon, maintenant, il faut être chaste. Alors, l'Église, que l'Église dise qu'il faut être chaste, c'est son boulot. Le problème, c'est que c'est un projet auquel les Éthiopiens tiennent. S'ils ont 4 milliards 800 millions de dollars, hein, c'est une somme énorme. C'est la moitié du budget éthiopien à peu près, hein, même plus de la moitié. Et moi, ce qui m'a surpris, vous voyez, je suis allé à l'ambassade d'Éthiopie. À l'ambassade d'Éthiopie, il y avait des feuilles, il y avait des tas de feuilles pour souscrire. Donc les Éthiopiens d'Europe et les Éthiopiens de la diaspora en général ont souscrit. Et même ceux qui sont contre le régime. Hein. Meles Zenawi a un discours en disant de toute façon, les étrangers veulent nous empêcher d'entrer dans l'ère moderne, d'avoir l'électricité. Rappelez-vous ce que disait Lénine. Qu'est-ce que la révolution? Ce sont les soviets plus l'électricité. Et vous voyez, nous, quand on rentre chez nous, on appuie sur un bouton, on a le courant électrique, ben les Éthiopiens veulent ça. Et l'Éthiopien moyen, vous lui dites ça, il est « Ah ça, Mabrat !» Mabrat, ça, ils sont tout à fait d'accord. Mabrat Allem, Mabrat Yallem. Vous savez, moi, Addis Abeba, c'était au début du XXIe siècle, la ville était divisée en 7 secteurs. Et à l'époque, elle atteignait à peu près 2 millions d'habitants, ou 1,5 million, 2 millions d'habitants. Divisée en 7 secteurs, et un secteur est très courant pendant une journée. Eh oui, voulez-vous, vous apportez aux gens le courant électrique, les gens sont d'accord. Hein. Les Éthiopiens sont quand même, vous savez, moi j'ai vécu 2 ans en Éthiopie, c'est un pays où effectivement vous n'avez pas de passe-droit quand vous êtes étranger. C'est pas possible. Je veux dire, c'est pas la peine d'essayer de forcer un petit peu, parce que là vous vous heurtez à une administration qui en a vu d'autres. Bon. Et donc, vis-à-vis de la Chine, je veux dire, les Éthiopiens sont quand même, comme on dirait en français, peu châtiés, ils sont gonflés. Ils se font financer la construction de leur barrage, sauf le grand barrage, ils se le font financer par les Chinois. Pourquoi est-ce qu'ils le font financer par les Chinois? C'est parce que la Banque mondiale interdit maintenant de financer les grands barrages. Bon. Alors, c'est Exim Bank principalement et d'autres banques. Mais qu'est-ce qu'ils font? La moitié des barrages sont construits par l'entreprise Salini, qui est une entreprise italienne, et avec des turbines Alstom, françaises. Et l'autre moitié est construite par Sinohydro, qui, comme son nom l'indique, est une entreprise chinoise. Le chemin de fer. Bon, effectivement, la Chine a financé, et c'est des entreprises chinoises qui ont fait Djibouti, Addis Abeba. Mais l'embranchement vers le nord, vers Makala, etc., ce sont les Turcs de Yapi Merkez qui construisent, avec un prêt suisse. Si vous voulez, depuis Ménélik, les Éthiopiens sont obligés de faire appel à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils découpent les chantiers. Alors, Ménélik, le chemin de fer, les Français. Le télégraphe, les Italiens. Il n'était pas rancunier. Quant à Haïlé Selassie, avait des conseillers. Il avait des conseillers américains, suisses, français. La garde impériale avant-guerre était dirigée par des Norvégiens et par des Belges. Après la guerre, ce sont les États-Unis
qui effectivement se sont occupés de l'armée éthiopienne, ont fourni l'armée éthiopienne, mais par exemple, la France s'occupait de la base maritime de Massawa. Vous voyez donc, et effectivement, vous voyez, le gouvernement va tenter de privatiser la compagnie Ethiopian Airlines, qui est la deuxième compagnie d'Afrique, sans doute l'une de celles qui est le mieux gérée, et dont les avions sont généralement de bonne qualité, j'ai volé avec, sauf quand ce sont des Boeing 787 MAX, mais c'est par la faute des Éthiopiens. Cette compagnie, vraiment, si vous voulez, c'est une espèce de conte de fées à la manière éthiopienne. D'abord, c'était avec la TWA, les Américains, elle a disparu. Et eux, effectivement, maintenant, c'est une compagnie dont le savoir-faire est connu, qui fait que c'est elle qui entretient énormément d'avions venant de toute l'Afrique. Et donc, alors, si vous voulez, il y a cette idée qui est... les Éthiopiens pensent effectivement qu'ils ont un destin exceptionnel. En disant ça, si vous voulez, j'enfonce un petit peu une porte ouverte. Hein, c'est le résultat de nombreuses conversations avec des Éthiopiens, que ce soit des universitaires ou des paysans. Hein. Et que l'État, que l'administration fasse appel à eux, il y a un sens du sacrifice pour une grande œuvre qui est effectivement... Oui, c'est pour cela que tout à l'heure je suis intervenu, après mes collègues, c'est vrai que le Premier ministre a un langage fleuri, qui nous apparaît fleuri, avec des épithètes, etc. Mais c'est le langage de celui qui a de l'autorité. Et celui qui a de l'autorité doit manifester des sentiments paternels ou maternels. Il doit parler plusieurs langues, le Premier ministre. Parle l'amharique, parle le tigrinya, parle l'oromo. Et il va en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait en Égypte? Il s'adresse directement à la foule en arabe. Il a fait un tabac. Donc, si vous voulez, il y a une part de calcul. Il n'est pas bête, le Premier ministre. Il y a une part de calcul, il sait très bien, effectivement. Il sait très bien que ça fait plaisir aux Éthiopiens d'évoquer un passé glorieux. Janati